outro fator é entender Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour. Suite à l'élection qui a eu lieu dimanche dernier en Catalogne, nous allons échanger à ce sujet. Avant d'aborder les résultats et leur analyse, peut-être faire un point sur la situation sanitaire et en Espagne et en Catalogne et les éventuelles conséquences de la situation sanitaire sur le vote et la participation. Bon, la Catalogne, effectivement, comme tout le reste de l'Espagne, a été touchée par la pandémie, avec des moments où elle l'était davantage que le reste de l'Espagne, d'autres où elle l'était moins. Et donc, s'est posé le problème de savoir si des élections pouvaient être organisées dans un tel contexte. Alors, le gouvernement a signalé que oui, il n'y avait pas de raison de ne pas appeler les électeurs aux urnes. Le gouvernement catalan, qui était le gouvernement sortant, qui était un gouvernement indépendantiste, était plutôt hostile. Puis finalement, au fil des jours, un certain nombre de mesures ont été adoptées pour permettre aux électeurs de voter dans des conditions sanitaires optimales. Donc le vote par correspondance a été popularisé. Il a augmenté de 227%. Donc, il y a eu une explosion du vote à distance, disons. Et le vote en présentiel a été organisé dans des endroits extrêmement aérés, donc dans des marchés publics, à Tarragone, qui est une des grandes villes de Catalogne, dans les arènes de la corrida, sur la piste. Donc les assesseurs étaient, dans certains cas, ressemblaient à des astronautes avec des masques, des casques en plastique. Les assesseurs ne touchaient pas les documents d'identité des électeurs. Il y avait une espèce de panier qui était prévu pour vérifier sans toucher, etc. Donc, ce sont des mesures qui étaient destinées à donner aux électeurs des garanties concernant l'absence ou la réduction du risque de la contagion. Bon, malgré tout, l'abstention a été très élevée. Elle est passée de 21% à 46%. Alors évidemment, la Covid-19 a joué un rôle, mais là, pour passer alors à l'analyse politique, l'abstention n'est pas due au seul fait que les électeurs ont eu peur d'attraper la maladie, le coronavirus. Donc il y a une part certainement importante, mais pas simplement. Alors justement, quels seraient les autres facteurs Il y a une fatigue assez générale. Le dossier catalan est dans une espèce de voie sans issue depuis 2011, depuis que le gouvernement de l'époque d'Artur Mas, donc du parti nationaliste de droite catalan, à l'époque Convergence et Union, a posé le problème de la Catalogne en termes d'indépendantisme, qui a conduit en 2017 à l'organisation d'une consultation d'autodétermination hors du cadre de la Constitution, et donc la prise de mesures assez drastique par le gouvernement espagnol qui a engagé des poursuites judiciaires contre ce gouvernement-là, qui était passé outre au cadre constitutionnel. Donc un certain nombre de responsables politiques catalans ont été emprisonnés. À ce moment-là, certains autres sont partis en exil, comme le président de la Généralité étant le nom du gouvernement catalan, qui se trouve actuellement en Belgique, Carles Puigdemont, député européen. Il s'est fait élire député européen depuis. Et la situation est restée totalement bloquée jusqu'au changement de majorité. Donc le gouvernement de droite à Madrid a passé la main en 2018 à une alliance des socialistes avec le parti Podemos. Alors depuis 2018, la situation a un peu changé, elle s'est relativement détendue, mais le fond du dossier reste malgré tout durablement bloqué, ce qui a sans doute incité des électeurs à se désintéresser de l'enjeu des élections des dernières élections de Catalogne.
Alors sur ces élections, quelle analyse du scrutin peux-tu faire, et qui sont les vainqueurs, qui sont les vaincus, et quels sont les rapports de force internes en Catalogne? Comme très souvent quand il y a des élections, les 3 ou 4 premières forces politiques font des bulletins de victoire. Alors effectivement, le parti qui est arrivé en tête, c'est le Parti socialiste catalan, qui a fortement progressé de 17 sièges à 33. Donc effectivement, c'est un vrai succès, mais on y reviendra après. C'est pas un succès qui va lui permettre de gouverner la Catalogne, mais c'est effectivement une victoire incontestable. Les indépendantistes catalans disent, nous, pour la première fois, on a fait plus de 50% des voix. Et c'est entre 50 et 51% des voix, donc nous pouvons constituer une majorité en mesure de reposer le problème de l'indépendantisme. L'extrême droite espagnole, Vox, qui n'avait aucun siège, en a obtenu 11. Donc c'est un bulletin de victoire qui a une traduction politique immédiate. Nous sommes l'opposition. En clair, traduction, opposition aux indépendantistes catalans et opposition à la gauche, qu'elle soit indépendantiste ou non indépendantiste. Alors il y a malgré tout un certain nombre de perdants, hein. Il est difficile pour eux de dire qu'ils ont obtenu un résultat satisfaisant. Le Parti populaire qui est le grand parti de la droite espagnole, a perdu un siège. Et il a été dépassé à droite, dans les partis constitutionnalistes de droite, par le parti Vox. Et le parti Ciudadanos, qui a été créé en Catalogne contre l'indépendantisme, qui est un parti centriste, centre-droit, mais anti-indépendantiste, s'est effondré. Il a perdu 30 sièges. Enfin, donc il y a des incidences, ces élections ont des incidences locales en Catalogne, mais elles ont aussi des incidences au niveau de la totalité de l'Espagne, de l'ensemble de l'Espagne. Que va devenir le parti Ciudadanos? Personne n'en sait rien. Que va devenir le Parti populaire, qui avait à gérer également une crise liée à des détournements de fonds il y a quelques années? Première conséquence qu'en a tiré le responsable de ce parti, M. Pablo Casado, c'est de vendre le siège national du Parti populaire, considérant que ce siège étant au cœur de la controverse financière devant les tribunaux, eh bien le Parti populaire s'en débarrassait. Ce qui a provoqué un certain nombre de réactions, au minimum d'étonnement de la part de responsables de son parti qui n'ont pas été consultés apparemment et qui s'attendaient à une autre analyse politique de la part de leaders de ce parti. Les sondages au niveau national donnent également le Parti socialiste, le PSOE en forte hausse, mais ce qui produit des réactions rugueuses de la part de son allié Podemos, qui voit bien que l'union dans laquelle il s'est engagé avec le PSOE, pour reprendre une image de la politique française, que l'union est un combat et que ce combat, il est en train de le perdre. Donc ça produit des tensions très fortes au niveau de la gouvernabilité de l'Espagne. En ce qui concerne la gouvernabilité de la Catalogne, il y a une majorité de gauche, les socialistes, le parti de la maire de Barcelone, Ada Colau, qui est allié avec Podemos, mais qui obtient le même nombre de sièges, qui n'a pas progressé, ni augmenté, ni baissé, qui est resté au même niveau. Mais bon, 8 sièges du côté de Podem, En Comú Podem, à Barcelone, plus le Parti socialiste catalan 33, on est loin de la majorité nécessaire pour gouverner, qui est de 68. Il aurait fallu y ajouter la gauche indépendantiste, ERC, gauche républicaine catalane, qui à une autre époque, avant 2010, a gouverné la Catalogne en alliance, à l'époque où Podemos n'existait pas, mais avec les communistes et les écologistes, mais qui n'est pas prête ou disposée, compte tenu de l'impasse dans laquelle est embourbé le dossier catalan, à gouverner en alliance
avec les deux partis qui sont au pouvoir à Madrid, donc Podemos et le Parti socialiste catalan. Il y avait quand même une incertitude parce qu'il y a eu ces élections ont été provoquées par une mésentente dans la majorité indépendantiste, et donc le partenaire principal de la gauche républicaine catalane, Junts per Catalunya, le parti de Carles Puigdemont, a fait signer avant les élections un engagement à la gauche républicaine catalane qui ne passerait sous aucune forme une alliance quelconque avec le Parti socialiste catalan et Podemos. Donc on se trouve là dans une situation assez paradoxale. Donc le parti qui a emporté l'élection ne va pas être en mesure de gouverner alors qu'il y a une majorité de gauche, la gauche indépendantiste catalane privilégiant une alliance préférentielle avec la droite nationaliste, indépendantiste, et éventuellement, parce que ça ne suffira pas, avec l'extrême gauche catalane, qui est dans une position de belligérance totale, qui a fait savoir hier à ses partenaires éventuels qu'il soutiendrait un gouvernement indépendantiste à condition que ce gouvernement, dès le premier jour, soit agressif, soit en position d'exigence d'autodétermination et d'indépendance avec le gouvernement de Madrid. Donc ces élections, quelque part, ont quand même eu on peut leur trouver un sens relativement positif, dans la mesure où si effectivement les indépendantistes ont confirmé leurs résultats des élections précédentes, si le bloc des anti-indépendantistes a également confirmé en gros ces élections précédentes, il y a une redistribution des cartes. Donc côté non indépendantiste, les vainqueurs, dans le Parti socialiste catalan, est disposé au dialogue. La tête de liste, l'ancien ministre de la Santé, il y a déclaré le soir des élections, il faut tourner une page, il faut dialoguer. Et la gauche républicaine catalane est désormais côté indépendantiste le parti qui arrive en tête, et non plus Junts per Catalunya qui est le parti nationaliste de droite. La gauche républicaine catalane à Madrid a voté un certain nombre de textes importants déposés par le gouvernement PSOE-Podemos, et en particulier a voté le budget. Donc la gauche républicaine catalane est favorable au dialogue et s'est déclarée disposée à rouvrir un cycle de dialogue avec le gouvernement sur le dossier catalan. Donc il y a malgré tout, malgré un contexte extrêmement compliqué, malgré la confirmation des positions grosso modo des uns et les autres, les électeurs ont quand même donné un signal en mettant en première position, dans un camp comme dans l'autre, les partis qui sont plutôt favorables au dialogue et à essayer de trouver une solution politique à une situation qui se trouve dans une impasse de 10 ans. Alors par rapport à ce que tu dis, comme on a apparemment l'idée d'un bloc indépendantiste est peu probable, oui, entre le RC, la droite indépendantiste et on va dire l'extrême gauche indépendantiste. Donc on semble plutôt, d'après toi, se profiler vers une alliance ERC, enfin gauche indépendantiste et Parti socialiste catalan. Et ils ont la majorité à deux ou pas ? Les deux cumulés. Alors le problème, c'est que pour la gauche républicaine catalane, c'est gauche républicaine catalane plus nationaliste de droite, Junts per Catalunya, ils arrivent il leur manque 3 ou 4 voix. Donc ils sont quelque part obligés de trouver un accord avec la coupe, c'est son nom, le parti d'extrême gauche très radical, et qui souhaite un affrontement frontal avec le gouvernement de Madrid. Ça paraît peu viable. Et alors, c'est sur le papier, on dit bon, l'indépendantisme, sauf qu'il y a 3 familles, et que les 3 familles, si elles sont toutes les 3 indépendantistes, n'ont pas la même vision stratégique des moyens d'arriver à l'indépendance. Bon, la gauche républicaine catalane est assez flexible, pourrait trouver des moyens de négocier un compromis avec Madrid, mais
elle est prisonnière des engagements qui ont été pris avant les élections, et donc personne ne va contester à la gauche républicaine catalane le fait de diriger le gouvernement, mais ce gouvernement sera prisonnier de ses alliances. Donc on ne sait pas très bien quelle va être la position si un cycle de dialogue s'ouvre comme c'est probable avec Madrid. On ne voit pas très bien comment les choses vont pouvoir se dérouler, et s'il ne sera pas nécessaire, encore une fois, de revenir à un moment ou à un autre devant les électeurs. Il y aura malgré tout un tour de piste de la tête de liste du Parti socialiste, hein, puisqu'il est arrivé en tête, c'est la loi le prévoit ainsi, donc il va se présenter comme candidat à la présidence de la Généralité, mais il n'obtiendra le soutien que du parti d'alliance entre la maire de Barcelone et Podemos. Et donc ils seront minoritaires, ils seront obligés de passer la main à une autre option qui, elle, dispose d'une majorité sur la base de l'indépendantisme, et donc plus sur la base d'une cohérence de gauche. Et donc, selon toute probabilité, à un moment ou à un autre, la Catalogne, le Parlement catalan va donner une majorité à cette formule des trois partis indépendantistes. Parce que on peut pas envisager une alliance entre le Parti socialiste catalan et la gauche indépendantiste, le RC, en sachant que les deux sont dans une logique de dialogue. Ça a déjà existé. Ça a déjà existé. Mais aujourd'hui plutôt. Ça a déjà existé dans le passé, mais avant la crise indépendantiste. Depuis la crise indépendantiste, ce sont les radicaux qui ont la parole, qui sont en première ligne, et il est très difficile. Il est plus facile d'aller vers la radicalité que de revenir en arrière. Et donc, effectivement, c'est un paradoxe. Il y a une majorité de gauche, et on peut imaginer toute une série de formules ce qu'avait fait la gauche républicaine catalane, qui était indépendantiste, il y a une quinzaine d'années, en disant, bon, c'est une alliance qui a une validité limitée dans le temps. Pendant la durée d'une législature, on gouverne avec la gauche nationale, disons, les socialistes, communistes et verts, en fonction d'un programme qui correspond aux compétences qu'a à gérer la Généralité, mais nous restons indépendantistes. Bon, au Pays Basque, le gouvernement basque actuel, il y a une alliance entre les socialistes et le Parti nationaliste basque qui est, dans ses statuts, est indépendantiste. Donc il y a des façons d'aménager des compromis où chacun gardant sa doctrine, ses positions fondamentales, mais distinguant entre le long terme et le court terme. Le problème, c'est que tout s'est réduit, le temps s'est réduit, la flexibilité, l'éventail de ce qui peut être négocié est extrêmement réduit, et ce qui sur le papier paraîtrait possible, une alliance de gauche, compte tenu de ce qu'est le contentieux catalan, de ce qu'il est devenu depuis 10 ans, une alliance de gauche n'est aujourd'hui pas possible. Ce qui est envisageable, mais encore faudra-t-il beaucoup de conviction et de capacité de négociation et de dialogue de la gauche républicaine catalane avec ses alliés, surtout l'extrême gauche, la coupe, c'est de leur faire comprendre qu'il faut distinguer entre le court terme, le moyen terme et le long terme, et que la voie du dialogue peut permettre d'aller vers un compromis. Le paradoxe, c'est que le responsable politique qui a ouvert la boîte de Pandore, le président du gouvernement catalan de l'époque, Artur Mas, en 2012, et aujourd'hui a fait machine arrière, et il a dit, bon, je pense que il faut essayer de trouver une autre formule, une formule européenne, dans laquelle il y aurait une espèce de co-souveraineté à négocier, etc. Bon, c'est ce qu'est la position du Parti nationaliste basque, qui considère que le thème de la souveraineté de l'État est un thème du 19e siècle.
l'État-nation, la souveraineté, c'est dépassé. On est maintenant dans un cadre dans lequel, disent les gens du Parti nationaliste basque aujourd'hui, l'État espagnol comme l'État basque n'a pas de sens. Donc il faut inventer quelque chose ensemble. Donc Artur Mas, paradoxalement, 10 ans après, se retrouve sur cette position, mais le mal est fait, et donc le conflit ayant monté des escaliers de plus en plus difficiles durant une dizaine d'années, tout ce qui peut être flexibilité, compromis, possibilité de dégager des solutions acceptables par les deux parties est devenu de plus en plus compliqué avec le temps. C'est une radicalité qui s'est cristallisée et qu'il est difficile maintenant aux uns et aux autres de mettre de l'eau dans leur vin. Malgré tout, les électeurs ont donné un signal en choisissant dans un camp comme dans l'autre les partisans du dialogue. Donc il reste plus qu'aux partisans du dialogue qu'à se croiser les doigts en espérant que d'un côté comme de l'autre les choses se passent beaucoup mieux qu'elles ne se sont passées dans la radicalité des 10 dernières années. Alors dernière question, un peu là au niveau à l'échelle nationale, c'est les conséquences que ça peut avoir. Tu as parlé de l'effondrement de Ciudadanos en Catalogne, le mauvais score du Parti populaire. Est-ce que le PSOE apparaît pas comme un peu par ricochet le vainqueur, on va dire, de l'élection en Catalogne? Et comment vois-tu évoluer les choses internes à la majorité, notamment PSOE, Podemos? Alors il y a des effets dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est la stratégie qui a été choisie par Pedro Sánchez, qui est à la fois président du gouvernement, d'un gouvernement de coalition, et premier secrétaire secrétaire général du Parti socialiste espagnol. Il est renforcé dans son parti, parce qu'il y avait il faut pas oublier que le Parti socialiste catalan n'est pas une fédération du PSOE, c'est un parti qui est confédéré. Il a sa structure propre, sa direction, c'est un peu comme CDU-CSU en Allemagne, dans la droite allemande. Et donc dans le PSOE, il y a dans l'ancienne génération surtout beaucoup de résistance à l'égard de la Catalogne en général et même du Parti socialiste catalan. Bon, la stratégie, Pedro Sánchez a fait la démonstration que ses choix, que ce soit le choix de la coalition avec Podemos qui a été critiqué par les mêmes, comme celui d'avoir envoyé libérer, disons, le ministre de la Santé qui était le représentant dans le gouvernement espagnol du Parti socialiste catalan pour qu'il se présente aux élections catalanes. Et il a participé d'ailleurs à ces élections de façon très active. Ça prouve bien que sa stratégie a été porteuse, a donné des résultats et ça le conforte donc dans son parti comme ça le conforte dans l'électorat espagnol. Le premier sondage qui a été publié en Espagne après les élections montre bien cette tendance. On voit le PSOE qui monte un petit peu, 2 points, 3 points, et le Parti populaire qui baisse de 2 points, et Podemos qui stagne. Alors c'est là que peut se poser un vrai problème qui rappelle les temps glorieux de l'union de la gauche en France, dans laquelle l'un des alliés se considère comme perdant et a tendance à tirer sur la corde, ce que fait actuellement Podemos. Alors jusqu'où ça peut aller, on ne sait pas très bien. Dans la droite espagnole, on voit une redistribution des cartes également, avec l'effondrement du parti Ciudadanos, beaucoup d'électeurs de Ciudadanos, c'était des électeurs qui venaient du PSOE, et donc en Catalogne, manifestement, ils sont revenus au Parti socialiste catalan. Le parti Ciudadanos, qui avait été créé comme parti anti-indépendantiste en Catalogne avant de se lancer dans l'aventure de conquérir l'Espagne, a peut-être fait une grosse erreur il y a quelques mois en participant à une manifestation commune avec Vox, l'extrême droite, et le Parti populaire. Et donc il a probablement effrayé ou qui a été censuré par son électorat, disons, de centre-gauche. Donc
à la suite des dernières élections générales, qui s'étaient également, certainement à cause de ce même événement, mal passé pour Ciudadanos, le fondateur Albert Rivera avait démissionné, a disparu d'ailleurs de la vie politique. La nouvelle direction du parti, Ciudadanos, aujourd'hui se trouve face à une situation dramatique. Le parti a pratiquement disparu dans son lieu d'origine, en Catalogne, et dans le reste de l'Espagne. Donc cette réalité va également se confirmer avec une évasion de l'électorat de Ciudadanos, non seulement vers les socialistes, mais vers l'extrême droite. On assiste à une redistribution des cartes, d'autant plus que le Parti populaire est en perte de vitesse, en raison d'un certain nombre de crises morales et éthiques. Il y a plusieurs procès qui viennent de se dérouler ces derniers jours concernant le financement du Parti populaire, et également la situation personnelle de l'ancienne présidente de la région de Madrid, qui avait gonflé son CV en s'attribuant des diplômes qui apparemment n'était pas vrai. Et alors, toutes ces affaires-là ont érodé la crédibilité du Parti populaire et gonflé l'extrême droite. Donc, qui apparaît comme le parti de l'unité espagnole contre les séparatistes et le parti anti-immigré. Donc on a assisté ces derniers mois à un regain d'entrée de migrants sur des bateaux, des migrants clandestins, en particulier aux Canaries, en Andalousie, et donc Vox apparaît, comme dans d'autres pays d'Europe, comme la formation qui serait la seule en mesure d'arrêter cette invasion. Parti antiféministe également, qui ont rappelé à plusieurs reprises leur hostilité à toutes les lois sociétales, etc. Donc on se trouve là dans une normalisation entre guillemets espagnole qui est un peu surpris, parce que tout le monde pensait que les Espagnols, comme les Portugais, on assiste au même phénomène d'extrême droite également au Portugal, étaient vaccinés contre l'extrême droite en raison du passé de la dictature. Mais c'est vrai que ce passé de la dictature s'estompe, il y a de nouvelles générations, une nouvelle façon d'envisager la politique, qui explique le surgissement de Podemos à la gauche du PSOE et celui de l'extrême droite à la droite du Parti populaire, donc Vox. Et donc ça, c'est un élément permanent, apparemment, qui va être permanent dans la vie politique espagnole, pas simplement en Catalogne, et qui a été célébré de cette façon-là par le leader de Vox, qui s'est rendu immédiatement en Catalogne pour faire une conférence de presse avec sa tête de liste. Merci beaucoup. Merci. Enzo. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.